Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de technique d'analyse en marketing stratégique. Alors la fois passée, nous avons vu une introduction bien sûr, mais d'abord ce qu'était le diagnostic stratégique, puisque toutes ces techniques visent à l'établissement de ce diagnostic stratégique. On a situé de manière spatiale, disons, notre organisation dans un micro-environnement et dans un macro-environnement. Et donc, on a fait la différence entre un diagnostic qu'on va dire interne et un diagnostic qu'on va dire externe. Donc voilà, Hem, ce diagnostic stratégique permet de vérifier que les recommandations qui visent à obtenir, certains gains via une certaine stratégie soient cohérentes, hein, et on résume ça souvent sous forme d'un SWOT, hein, ou effet fort en français, hein, qui, si vous voulez, en une phrase, nous explique sur quelle force on va s'appuyer, en compensant quelle faiblesse afin de saisir quelle opportunité et en mitigeant quel risque. Donc ça, c'est l'objectif du diagnostic stratégique. Alors, bon, bien sûr, on a détaillé ça un peu plus en avant et en interne, on va donc aller chercher les forces et les faiblesses et pour ça, en tant que checklist, on va dire ça comme ça, hein, je vous ai proposé le modèle des 7 S de McKinsey, hein, qui nous permet de, voilà, en 7 points, regarder si on a, un peu tout exploré dans l'organisation. Évidemment, l'objectif, ça va être pour savoir si on crée de la valeur ou, hein, donc si c'est un réel facteur clé de succès, hein, on va regarder, on va comparer avec nos concurrents idéalement, hein, pour voir si on arrive, à faire ça, enfin à faire certaines des actions mieux qu'eux. Auquel cas ce serait des forces ou, si on n'arrive pas à faire mieux qu'eux, et ben, ce serait des faiblesses. Voilà. Au-delà de ça, on a été voir dans l'extérieur, hein, à l'extérieur de notre organisation et je vous ai proposé, 2 modèles, hein. Un modèle issu du, Business Model Canva, hein, d'Oswalder et Pigneur, que j'ai comploté, avec, certaines du parti du pestel qui me paraissaient, manquantes, hein, et donc on va pas utiliser parce que c'est pas un outil en tant que tel, hein, mais on va utiliser des outils qui vont nous faire voyager, hein, dans ces différents aspects avec bien sûr, hein, une différence entre, ce qui est actuel et ce qu'on doit anticiper, hein. C'est important de voir que, quand on établit une stratégie, la stratégie est à plutôt à long terme et donc on va chercher à anticiper ce qui se passe dans notre environnement. Voilà. Une autre manière de le voir, c'est de voir que ce sont entre les forces et les faiblesses et les opportunités et les menaces, c'est voilà, une focalisation qui va être, plus petite, plus restreinte pour les forces et les faiblesses, hein. On va focaliser sur l'organisation et plus large quand on va parler, des opportunités, des menaces. Bon, une stratégie, ça a un but aussi, hein, et je vais dire qu'il y a probablement un double but. Il y a d'abord ce qu'on a appelé des exigences, hein, exigences de productivité, de qualité, de flexibilité, d'innovation, de sécurité et de robustesse. Hem, voilà, c'est des choses, voilà, elles sont incontournables pour faire les choses, on va dire, efficacement, hein, et en toute sécurité. Voilà, et l'autre aspect des choses, mais qui ne fait pas partie de ce cours, c'est de se dire que, avec une organisation, notre objectif, c'est quand même de créer de la valeur. Alors, ces modèles ont été surtout conçus pour créer de la valeur économique, hein, mais il ne faut pas perdre de vue que, justement notre environnement, change à grands pas et que pour l'instant, on a, les aspects sociaux et écologiques qui sont assez préoccupants et donc qui doivent enfin, de plus en plus rentrer, hein, dans les objectifs de toute organisation. Voilà, pour finir, j'ai situé, ce diagnostic stratégique dans, l'ensemble de l'établissement d'une stratégie et son exécution, puis la capitalisation de ce qu'on a fait en apprentissage,
Voilà. Donc nous, on va surtout, enfin, on va exclusivement même, s'occuper du diagnostic stratégique, qui n'est donc qu'une partie de la stratégie. Donc aujourd'hui, segmentation stratégique, et quand je voulais un petit peu expliquer la fois passée, je vous ai bien dit que c'était un petit peu un segment stratégique, c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue, parce que on va délimiter ça avec, bon, pour pouvoir délimiter un ensemble qui a une et une seule stratégie, mais donc c'est à la fois sa définition et la manière de le faire, donc voilà. Oui, pour le reste, je vous expliquerai ça un peu plus loin. Alors, bon, segmentation stratégique, le but, c'est d'arriver à faire, un ensemble, d'activités, on va dire ça comme ça, hein, qui sont homogènes, hein. Donc quelle est, l'homogénéité, enfin, quel est le critère d'homogénéité recherché? On veut qu'il combine les mêmes facteurs clés de succès. Donc un ensemble d'activités avec des facteurs clés de succès communs. Donc facteur clé de succès, c'est bien un élément stratégique qu'une organisation doit maîtriser mieux que la concurrence, OK? Afin de les surpasser. Ça peut être des compétences, des ressources, des fonctionnements, des organisations, hem, en gros, ça peut être un peu tout, du moment qu'on le fait mieux que, notre concurrence et que ça apporte de la valeur évidemment, hein. Ça peut être fait au niveau des besoins à satisfaire, des clients visés, des objectifs stratégiques, d'une structure concurrentielle, et on peut mettre 3 petits points avec. Donc la valeur, en général, il y a 2 axes à cette création de valeur. Le premier, c'est d'arriver à faire les choses «moins chères» entre guillemets, à moindre coût que les autres, que les concurrents. Et le deuxième axe, c'est d'arriver à faire les choses, différemment pour que la, valeur perçue par les clients qu'on a décidé de viser, eh ben, soit plus élevée que, celle des concurrents. Et donc, dans ce cadre-là, eh ben, les coûts sont moins importants puisque la valeur, enfin, c'est pas qu'ils sont pas importants, c'est qu'on, voilà, on travaille suivant ces 2 axes-là, pour finalement augmenter le profit, hein. Et le profit, il est assez, facilement concevable d'un point de vue économique, mais on va voir que ça a une signification un peu plus large. Donc c'est pas facile, c'est un exercice, compliqué, hem déjà parce qu'il y a énormément de produits offerts, de clients visés, de compétences mobilisées, de technologies développées, et tout ça, c'est pas facile de trouver, une l la meilleure manière. Voilà, c'est pas facile de trouver la meilleure manière. On va diviser, regrouper des activités, on va faire ça ensemble, jusqu'à l'obtention d'ensembles homogène. Ça reste, malgré que ce soit difficile, mais ça reste une activité, assez intéressante parce que ça va nous permettre par après d'identifier de manière assez précise, la manière de fonctionner de ces différentes activités puisque, ce qui amène du succès pour, ces activités, on va pouvoir, le décrire, voilà. Et l'autre avantage, d'avoir, une segmentation stratégique, c'est que, heu, afin d'allouer les ressources de manière optimum, c'est bien de pouvoir réfléchir, en termes, d'une globalité stratégique. Voilà, même si cette globalité est un peu artificielle, entendons-nous bien. Très bien. Petit point de, nominalisme, on peut, segmenter, un secteur d'activité ou on peut segmenter les activités d'une entreprise. Alors le principe est le même, mais quand on parle de segmentation, d'un secteur, d'activité, on va parler de segment stratégique ou de segmentation stratégique. Hem
Oui, c'est surtout de segments stratégiques parce que l'autre, c'est aussi une segmentation stratégique. Mais, à ce moment-là, une fois qu'on aura ça dans une entreprise, on va parler en termes de DAS, hein, pour domaine d'activité stratégique. Voilà, c'est la grande différence. Sinon, les techniques sont relativement identiques pour faire une segmentation d'un secteur d'activité ou de faire, la segmentation des activités d'une organisation. Dans le cas d'une de segment stratégique, hein, le but c'est, voilà, d'identifier, oui, la nature des différents segments, hein, et c'est-à-dire que grâce à ça, on va pouvoir se dire, beh, déjà où est-ce qu'on se situe, dans tous ces segments stratégiques, lesquels est-ce qu'on arrive à adresser, hein, et beh, si on a envie de se diversifier, on va pouvoir se dire: «Est-ce qu'un autre secteur, excusez-moi, un autre segment stratégique, peut être, attractif? Est-ce que je ferais bien, d'aller rejoindre d'autres concurrents dans ces segments stratégiques?» Ou est-ce qu'il y a certains segments stratégiques qui ne sont adressés par personne et que ce serait intéressant de s'y développer? Ça permet aussi de comprendre la dynamique d'un secteur d'activité et de voir s'il y a éventuellement des menaces concurrentielles ou d'autres choses qui pourraient, hein, être soit des opportunités, soit des menaces. Ça permet aussi, si je connais pour chacun des segments stratégiques les facteurs clés de succès qui permettent de s'y développer, de mieux analyser, bon, de nouveau en termes d'opportunités, hein, de savoir si j'ai des synergies. C'est-à-dire, est-ce que entre mes activités existantes et ces autres, segments stratégiques, est-ce que j'aurais plus facile à m'y installer que quelqu'un qui partirait de rien? C'est ça, hein. Heu, Voir pour, choisir dans sa stratégie, des segments stratégiques qui, permettent donc ce qu'on peut appeler aussi des économies de gamme. Voilà. Au niveau d'une entreprise, les DAS, ils permettent d'identifier les différentes activités voilà, qui font partie de l'entreprise. Ça permet aussi un choix, de stratégie, pour chaque activité, hein, et ça va permettre également de faire, et ça on va terminer par ça dans 6 cours, quelque chose comme ça, hein, de faire de la gestion du portefeuille d'activités, hein. Dans quelles activités est-ce qu'il faut investir? Quelles activités est-ce qu'il faut, éventuellement, revendre? Ou dans lesquelles est-ce que je ne dois pas trop investir, mais récolter le cash flow, hein, qui est généré, c'est le bon moment pour récolter le cash, hein. Donc ça permet aussi d'avoir une gestion, cohérente au niveau de ces différentes activités. Autre nominalisme, c'est, différence entre une segmentation dite marketing, que vous avez déjà vu, normalement, si vous avez eu base de marketing avec mon collègue. Segmentation marketing, qui est plutôt, hein, j'ai dit, hein, plutôt du court terme, mais, voilà, qui vise à rassembler ou à diviser, ça c'est peut-être le plus juste, à rassembler ou à diviser, le marché, les consommateurs d'un marché en groupe homogène afin de simplement, pouvoir adresser leurs attentes qu'on désire homogènes, évidemment, en fonction de critères qui soient objectifs ou subjectifs, hein. J'en ai mis quelques-uns là, mais vous savez qu'il y en a de bien plus nombreux. Voilà. Une fois qu'on a fait une segmentation marketing, eh ben, on va pouvoir, positionner, en termes de 4P et parfois d'autres critères, hein, son offre par rapport à la clientèle visée. En termes de segmentation stratégique, ici, on va plutôt essayer de rassembler les activités, en un ensemble, homogène, hein, pas en termes d'attente et de frustration, mais plutôt en termes de règles du jeu, hein, de type de stratégie. Voilà, hein. Ça nécessite d'identifier, certains critères de segmentation supplémentaires et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va vérifier, hein, les conditions de validité, hein, qui sont cette homogénéité, des facteurs clés de succès. Hem
Notez que, je vais insister dessus à plusieurs reprises, hein, mais cette segmentation stratégique, elle est un peu subjective, c'est pas une science exacte, hein, c'est une manière de concevoir les choses et finalement, heureusement que c'est pas une science exacte parce que ça permet alors de maintenir une certaine créativité, hein, et de voir au cas par cas, suivant la personne qui le fait, voir ce qu'il y a de mieux. Voilà, bon, on va faire un petit peu d'historique, hein, avec, critères de segmentation. On va un petit peu voir ce qu'il en est, hein, et on va, rechercher suivant deux penseurs, ce qu'ils ont proposé pour finalement arriver avec un modèle un peu plus, synthétique. Alors, les critères de segmentation, ils sont finalement relativement, nombreux, hein, je vous en présente ici quelques-uns. On peut avoir des critères d'abord au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Au niveau de l'offre, on peut très bien, aller segmenter en fonction du type de produit fabriqué ou même du métier ou de la technologie qui sont, mobilisés et au niveau de la demande et ben, on peut faire cette fameuse segmentation marketing des marchés, hein, voilà. Je vous ai mis quelques petits exemples ici, hein. Alors, au début, on a cherché un critère pour faire une sorte de typologie des segments, possibles. Malheureusement, le choix des critères va conditionner de manière, assez radicale le résultat obtenu. Du coup, les marketeurs ne sont pas arrivés à avoir un consensus, hein, sur les, critères qu'il fallait, mobiliser les uns plutôt que les autres. Mais, et c'est ça la voie qu'on va, travailler dans les slides suivants, si aucun de ces critères indépendamment n'est suffisant pour faire le job de la segmentation, eh ben, il est possible d'en combiner plusieurs pour arriver à, des analyses qui soient quand même relativement poussées et intéressantes. Le premier modèle qu'on va prendre, c'est celui d'Ansoff, relativement connu parce qu'il, globalement, hein, il, divise, si vous voulez, en segments qu'on va appeler des couples produits-marchés. Alors, hem donc le principe, c'est d'avoir, un certain nombre de produits qu'on fait et un certain nombre de marchés qu'on adresse et donc, en croisant, chacun des produits avec chacun des marchés et ben, on va avoir différents, segments qui peuvent être stratégiques. Ils sont finalement aussi marketing dans ce cas-ci puisque, quand on fait notre analyse, marketing, on prend un seul produit et on le confronte à tous les types de marchés, c'est-à-dire tous les types de segmentation possibles. Bon, comment ça marche? Beh, je vous ai mis une petite illustration ici, hein. Admettons que je sois un organisateur de voyage et que j'ai 2 produits, on va faire simple, hein. Hem, 2 produits, les séjours en village vacances et les visites organisées. Je peux me contenter d'avoir, 2 cibles, hein, et on va prendre ici les célibataires et les seniors. Et donc je vais pouvoir avoir une segmentation, hein. Le premier, alors, j'ai décidé finalement d'en éliminer 2, hein, donc en les croisant, on va bien avoir 4 possibilités. Ah mais je me suis dit: «Non, les vieux en séjour village, non, c'est pas ça m'intéresse pas et les jeunes en visite organisée, ça m'intéresse pas non plus». Donc j'en ai pris 2, hein, heu, j'aurais pu en prendre 4, donc vous avez bien compris. Les séjours en village, vacances, tout compris destinés aux célibataires, OK, c'est le premier, ou les circuits destinés aux seniors. Voilà. Une segmentation en couple produit-marché. Alors, critique, finalement, c'est une segmentation marketing et il y a donc une importance, excessive, on va dire ça comme ça, excessive, portée, hein, sur ce savoir-faire commercial, hein et voilà. On gagnerait à y rajouter, en tout cas, un savoir-faire technologique, un savoir-faire, métier. C'est quand même plus qu'une, segmentation marketing pure et il y a notamment
un domaine où c'est intéressant d'adopter cette approche, c'est en termes de marketing international. Donc, les choix stratégiques à l'international, eh ben, finalement, je peux me dire, admettons que je sois dans la première situation, là, hein, j'ai un produit, le P2, sur un marché, le M2. Hein. Eh ben, je peux décider d'aller m'étendre avec d'autres produits sur le même marché. Ok. Et donc finalement avoir une réflexion stratégique où je me dis je vais faire une économie de gamme au niveau de mon marché, c'est-à-dire au niveau du contact privilégié que j'ai avec mes clients existants, pour leur proposer d'autres produits. Ok, ça c'est la première voie. La deuxième voie, ce serait de se dire, mais je vais aller proposer mon même produit, mais sur des marchés différents. Hein. J'ai pas mis la matrice là, mais alors on aurait P2 qui serait tout rouge et M1 et M3, oui, qui serait rouge aussi en M1 et en M3. Hein. Donc ça, je ferai alors à ce moment-là une économie de gamme au niveau de mon produit que je fabrique, hein, puisque je ne devrais pas repenser la manière, enfin en tout cas pas dans un premier temps, on va dire, repenser la manière de faire mon produit et je vais pouvoir l'amener sur d'autres territoires, d'autres marchés. Troisième possibilité, c'est d'y aller, de chaque fois venir avec un nouveau produit sur un nouveau marché et de recommencer l'expérience. Plus risqué évidemment, vous le sentez bien. Un autre modèle, intéressant qui a été, proposé par, Abel et Hamon un peu plus tard, qui fait une segmentation sur 3 axes. Alors ça, c'est pas mal aussi une segmentation sur 3 axes. C'est un peu plus compliqué parce que, visuellement, c'est moins facile d'aller voir le nombre comment dire, de segments possibles quand c'est en 3 dimensions. C'est un petit peu plus compliqué pour notre petit cerveau, hein. Pas impossible tout de même, mais voilà. Hein, il faudrait pas en rajouter une quatrième, une cinquième ou une sixième, là ça commencerait à devenir plus compliqué. Hein. Voilà, donc ici, globalement, on va rajouter à cette dynamique produit-marché, hein, vous voyez la nature de l'offre et groupe de clients, on va aller rajouter la fonction assurée. Hein, c'est quand même un peu si un produit, par exemple, oui j'ai mis ici l'exemple d'une pomme, eh ben, une pomme, vous pouvez très bien, je sais pas, la manger toute crue, en faire une salade de fruits, en servir pour nettoyer vos outils de barbecue ou comme cible sur la tête de quelqu'un pour vous entraîner à l'arbalète. Voilà, en fonction de ce que vous allez faire avec la pomme, évidemment, hein, la stratégie pour vendre votre pomme ne sera pas la même. Bon, alors, ça nous offre une dimension en plus avec quelque chose dont on n'avait pas forcément comment dire? Qu'on n'avait pas forcément bien, eu dans le couple produit-marché, même si finalement la fonction assurée est une forme de nouveau marché, hein, le fait d'utiliser quelque chose qu'on connaît à une nouvelle, utilisation, c'est une forme, de nouveaux marchés. Donc on est toujours à mettre finalement d'autres groupes de clients, des clients qui l'utilisent de façon différente. Mais on peut dire que voilà, l'aspect technologique et métier est encore sous-estimé dans ce modèle. Oui, je vous ai mis un petit exemple. Ces exemples sont un peu simples, hein, j'en conviens bien, mais c'est juste pour pouvoir illustrer. Admettons que je sois dans une industrie de transport aérien, je pourrais avoir des vols courts, hein, éventuellement moyen courrier, mais je vais prendre une typologie assez simple, les vols courts et les vols longs. Très bien. L'offre, donc ça ce serait la fonction, hein, ce qu'on fait. Hein. À l'extrême, on pourrait, en fait, la fonction, on pourrait avoir une fonction pour chaque destination à partir hein, Bruxelles-Rome n'est pas la même chose que Bruxelles-Madrid ou Bruxelles-Oslo, etc., etc. Même si ce sont tous des vols relativement courts.
Voilà, d'un point de vue offre, ben, on aura la classe affaires, hein, qui est plus confortable que la classe économique. On pourra avoir la première classe aussi, hein, mais je me limite à 2. Et du, point de vue de mon marché, je vais avoir les clients avec des moyens financiers, restreints et modestes, on va dire, et d'autres qui sont plus aisés. Et donc je peux, eh ben, vous voyez bien là que je vais avoir plus de critères, hein, évidemment, puisque je vais en avoir 8 plutôt que 4 précédemment, hein, même si j'ai chaque fois pris juste deux différences. Mais j'en choisis 2. Hein, je pourrais avoir le segment des vols long courriers en classe affaires destiné à une clientèle aisée et le segment des vols moyen courriers en classe économique visant une clientèle plus modeste. Voilà. Alors, dernier modèle, celui qu'on va utiliser, un modèle dit synthétique, puisque finalement on va introduire une certaine forme de flexibilité qui va reprendre tous les critères qu'on a vus auparavant. Et on va séparer les critères en 2 catégories qu'on va donc combiner suivant ce qu'on a envie de faire. Ça permet de tous les utiliser, de voir qu'est-ce qui fait le plus de sens, hein, et éventuellement d'en changer. Donc, on va essayer de croiser un critère lié à l'offre, hein, donc soit la nature du produit ou du service, hein, type de produit-service, soit le type de métier qu'on va exercer, soit le type de technologie qu'on va mobiliser. Donc, voilà, hein, on prend un des 3. On va croiser ça avec un autre critère qu'on va essayer de lier à la demande plutôt. Ça peut être ben, le type de client, hein, ou les attentes et ou frustration. Hein, attentes et frustration, c'est vraiment la clé. Hein, ou encore les fonctions assurées, hein, qu'on vient de développer. Donc, en croisant ces 2 critères, choisis, triés sur le volet en fonction des caractéristiques de mon entreprise ou de mon secteur, eh ben, je vais pouvoir créer un certain nombre de matrices différentes les unes des autres. Ok, donc le nombre de segments théoriques au départ, hein, est simplement le nombre de modalités de la catégorie utilisée en type d'offre fois le nombre de modalités de la catégorie utilisée en type de demande. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parfois pour les étudiants, c'est de bien comprendre que si je prends, je vais prendre le premier qui est tout simple, si je prends produit et que j'ai 6 produits, hein, et puis que je prends client et que j'ai 6 clients, eh ben j'ai bien 6 fois 6, 36 segments stratégiques. Ok, donc ici, j'essaie de vous mettre des exemples relativement simples. Ce sont souvent les meilleurs, hein, ceux qui sont bien simples, bien synthétiques. Quand on essaye d'en mettre trop, on finit par péter un plomb et de plus comprendre réellement en quoi consiste l'homogénéité de chaque segment stratégique. Bon, du coup, on va rajouter un P à nos 4 P, c'est finalement le P de la production, hein, du type de métier, type de technologie, ça c'est assez simple. Oui, hein, et donc pratiquement, on verra que certains segments, certainement si je fais un 6 fois 6, c'est que certains segments n'ont pas de sens, hein, et donc je vais les supprimer. Hein. Donc c'est vraiment le nombre théorique, et puis après j'en supprime quelques-uns qui ne sont plus nécessaires. Je pourrais éventuellement par après en regrouper d'autres, ou même en diviser. Voilà, alors petite mise en pratique, hein, je ne vais pas lire tout le texte avec vous, mais si vous voulez faire cet exercice, vous pouvez tout à fait mettre pause et le faire de votre côté, hein, pour ensuite comparer avec une proposition que je vais vous faire. Hein. Mais donc ici, on va analyser un groupe qui s'appelle Vivarte, et l'analyse date d'il y a quelques années, hein,
Donc voilà, hein. Donc le groupe Vivarté, il vend, au centre-ville, en périphérie, il vend des chaussures, des vêtements, dans toute une série de boutiques, avec des marques variées et qui ciblent, beh, pas mal de clientèles différentes. Donc on va essayer de segmenter, ça, hein, et donc par exemple, je vais avoir, oui, et on retient qu'on fera la même chose pour le secteur des consoles vidéo. Hop, est-ce que je vais là? Voilà, hein. Donc on va, avoir ici, des types d'offres, hein. Je peux prendre produits, métiers et technologies. Donc je peux réellement, prendre ce qui me ce que j'estime être le meilleur critère. Ça, il y a plusieurs bonnes solutions, hein, donc ça, je vais le répéter aussi. Il y a plusieurs bonnes solutions. Prenons le premier produit, hein, je vois ici qu'il y a des chaussures et des vêtements. Ok, ça c'est nickel, hein. Et en termes, ben, ici je vais pas prendre les clients, mais en termes d'attente, hein, on pourrait segmenter ça entre des attentes être à la mode ou des attentes pour pouvoir s'habiller pour pas trop cher. Voilà, hein. Et donc, en croisant ce type produit, hein, ce type d'offre produit, dont les modalités sont chaussures et vêtements, hein, donc faites attention à ça, hein. Il y a un critère qui est une des façons d'écrire l'offre, et ce critère se divise en plusieurs modalités. Donc ici, le critère, ce serait, que j'ai choisi, c'est produit, et les modalités, c'est chaussures et vêtements. Et donc, là, le critère que j'ai choisi pour le type de demande, c'est attente de mes clients. Et les modalités de ces attentes, c'est soit être à la mode, soit que ce soit pas cher. Voilà, oups, hein. Pour les consoles de jeux vidéo, ben là, on va faire ça. Donc, remarquez qu'à gauche, hein, puisqu'on a fait ça pour une entreprise, on va avoir des domaines d'activité stratégiques, hein. Et à droite, pour les consoles de jeux vidéo, eh ben là, c'est un marché, hein, c'est un tout, hein. Du coup, ici, on va avoir des segments stratégiques. Donc voilà, c'est une assez vieille manière de faire, mais soit, on va, au niveau de l'offre, diviser ça en orienté performance, hein, et orienté miniaturisation. Et au niveau des différents types de clientèle, on va prendre les très jeunes et de l'autre côté, les adolescents et les adultes. Et alors du coup, on va pouvoir avoir 4 segments ici, hein, que vous pouvez lire très facilement. Je ne vais pas lire tout ça. Alors, je me répète, mais c'est important. On aurait pu faire totalement autrement. On aurait pu se dire, bah, ici finalement, non, Vivarté, ou plutôt une autre organisation, parce que ici ça correspond peut-être pas à ce qu'ils veulent faire. Eh ben, on pourrait avoir le type d'offre des vêtements de deuxième main ou des vêtements neufs, hein, et on pourrait encore rajouter des vêtements recyclés, hein. C'est ce que j'avais mis là, oui. Hein, on aurait pu dire type d'offre, ben, en ligne ou physique, hein, c'est un peu plus moderne comme manière de voir les choses. Ou on aurait pu aller voir, hein, suivant le, le, le type de technologie, hein, est-ce que ce sont des vêtements en coton ou synthétiques, par exemple. Au niveau des attentes, on aurait aussi pu diviser les choses complètement différents. On aurait pu faire sport ou travail. On aurait pu faire euh, prestige, hein, ou écolo, etc. On aurait pu aussi faire une matrice 3x3. Ici, à côté de orienté performance et orienté miniaturisation, on aurait pu avoir une troisième catégorie, orientée socialisation, hein, donc avec des jeux à faire à plusieurs, et pour passer un peu type jeu de société, quoi.
Oh, on aurait pu rajouter à côté des 5-12 ans et des adolescents et adultes, une autre catégorie, c'est seniors. Alors remarquez là que donc si j'ai 3 modalités, de l'offre et 3 modalités de la demande, et ben, je vais avoir théoriquement 9 segments stratégiques. Hein. Oui, là aussi, hein, j'aurais pu en mettre 3 et 3. Donc, vous voyez que la règle, c'est qu'il y a plusieurs bonnes manières de segmenter. Ok. Et c'est ça qui est chouette parce que ça veut dire que chacun des directeurs marketing, des chefs produits, etc., va pouvoir segmenter ça selon ses critères de l'offre et de la demande. Enfin, au niveau de l'offre, si on travaille dans une organisation et qu'on fait des domaines d'activité stratégiques, là, ben, on est quand même un peu limité par rapport à ce qu'on fait déjà ou ce avec quoi on aurait des bonnes synergies, hein. Mais au niveau de la demande, tout s'ouvre à nous, hein, on peut tout imaginer. Voilà. Alors, on a bien compris que le nombre de segments stratégiques ou de DAS qui vont être créés par un procédé ou l'autre, c'est pas pour ça que le job est fini, hein. Et ça, c'est important. Il y a plusieurs bonnes manières de faire, mais je vais quand même devoir vérifier que hein, j'ai bien mon critère de départ. Et mon critère de départ, c'est que à l'intérieur de chaque segment stratégique ou DAS, il y ait une homogénéité en termes de facteurs clés de succès, c'est-à-dire que dans chaque segment stratégique, tout ce qui est dedans a les mêmes facteurs clés de succès et ils doivent être en même temps différents de ce qui est dehors. Hein, peut-être pas tous, mais il faut au moins un qui soit différent, sinon ça n'a pas de sens. Hein. Et ça, en plus de hein, la possibilité de simplement faire une croix sur certains segments stratégiques, parce qu'il n'aurait pas de sens de proposer une certaine forme de, de type d'offre à une certaine forme de type de demande. Voilà. Donc c'est ça, il faut bien vérifier que chaque segment stratégique a une combinaison unique de facteurs clés de succès. Hein. Donc oui, c'est sa définition, on a bien compris. Si des activités appartenant à un même segment okay, hein, présentent des facteurs clés de succès différents, il faudra diviser hein, le segment stratégique en une ou plusieurs parties, autant que j'ai de facteurs clés de succès différents, pour que ce soit bien homogène. Ce que je peux faire aussi, c'est reprendre d'autres critères pour essayer que ça tombe mieux. Hein. Ou de prendre un troisième critère, parce qu'en fait, théoriquement, rien ne m'empêche de faire ça en 3 ou en 4 dimensions. Hein. C'est juste plus compliqué à dessiner et à expliquer, mais en fait, on peut le faire. Si des segments différents issus de la matrice de segmentation présentent des facteurs clés de succès identiques, bah à ce moment-là, ça c'est plus facile, on va les regrouper, on va les mettre ensemble et dire bah, finalement, j'ai que un segment stratégique ici. Voilà, c'est ce qu'on va appeler recomposer les segments initialement reconnus. Alors, j'insiste, mais un facteur clé de succès, c'est bien un ensemble, enfin, c'est soit, excusez-moi, une compétence, soit une ressource, soit au sens large un actif hein, qui permet à l'entreprise de réaliser ses objectifs mieux que la concurrence. Donc, si je maîtrise les facteurs clés de succès de mon marché, eh ben, c'est un gage de réussite. Elle donne aussi, hein, ces facteurs clés de succès, la logique concurrentielle, c'est-à-dire qui détient quels avantages et pour qui. Voilà. De nouveau un petit rappel. Hein. Deux dimensions. Une relative à la demande, c'est-à-dire certains facteurs clés de succès vont me permettre d'augmenter la valeur perçue par mon client, d'autres relatifs à l'offre qui vont permettre de diminuer mes coûts hein, économiques, écologiques ou sociétaux, hein, afin de pouvoir voilà, produire à moindre coût. Alors,
vous pouvez, de nouveau, mettre sur pause et faire ce petit exercice, vous-même si vous en avez l'envie, hein. On peut essayer de trouver un facteur clé de succès dans le secteur des jeux, excusez-moi, dans le secteur des consoles de jeux et du prêt-à-porter. Alors c'est plus facile de le faire relatif à la demande, quand c'est quelque chose de bien précis, spécifique comme ceci. Pour faire à l'offre, des facteurs clés de succès relatifs à l'offre, on va penser de manière plus générique, hein, voilà. Sinon, il faudrait réellement bien connaître une organisation pour pouvoir le faire. Notons que, les attentes clients, et la technologie de production, hein, ne sont pas constants autour enfin, peuvent varier avec le temps, c'est ça que je veux dire. Ils sont donc sujets, à évolution, ça c'est bien clair, mais aussi à anticipation, c'est-à-dire que idéalement, je vais essayer d'avoir le facteur clé de succès qui me permettra d'avoir du succès demain. Donc ça, hein, il faut un petit peu anticiper les mouvements. En tout cas, c'est ça qui nous permet de, comment dire? Voilà, de l'avoir au bon moment, avant les autres. Hein, voilà. Alors, une réponse possible à cet exercice, hein, et j'ai mis là, des réponses d'abord relativement, classiques, hein. Admettons dans le secteur des consoles de jeux, eh ben, vous aurez plus envie d'acheter une console avec un grand catalogue de jeux, hein. Hem Bah oui, c'est logique parce que vous avez envie d'avoir du choix, de pouvoir, changer de temps en temps ou si vous avez fini un jeu, de pouvoir en avoir un autre qui soit intéressant et dans vos goûts. Alors, oui, je me suis, tenté à des facteurs, clés de succès un peu plus modernes, on va dire, hein. Et ben, c'est clair qu'on peut tabler sur une certaine forme de participation, communautaire avec les réseaux sociaux. Maintenant, évidemment, tous ces jeux sont, jouables en ligne et beh, on imagine la suite qu'il y aura probablement, une certaine, participation de ces communautés en ligne, hein, à l'élaboration ou à l'évolution des jeux, en tout cas dans la communication qu'il y a autour de ces jeux-là, hein. Il y a des sortes de buzz qui peuvent être créés dans la communauté, qui permettent, le succès, d'un type de console ou d'un type de jeu, en fait, oui. Alors, une autre piste qui me paraît, assez intéressante, déjà un peu plus futuriste, hein, c'est finalement d'avoir des jeux, je pense qu'on va gentiment se diriger vers là, même si je suis, hein, honnêtement pas, un grand gamer. Mais, en tant que vision, je vois bien, un jeu, où on joue contre une intelligence, artificielle qui ferait, évoluer le jeu en fonction d'un certain nombre de critères, hein, et donc finalement, on aurait un jeu qui se construit lui-même, hein, qui devient de plus en plus complexe et qui dépasserait notre niveau d'intelligence. Voilà, moi c'est comme ça que si j'étais, un producteur de consoles et de jeux, c'est comme ça que je réfléchirais le futur. Hein, voilà. Dans le secteur du prêt-à-porter, la rotation des collections, hein, c'est quelque chose de très, de basique, hein, surtout, voilà, hein, pour, répondre, aux besoins d'être à la mode, des jeunes, hein. On voit aussi que c'est un facteur clé de succès qui pourrait paraître, aujourd'hui un petit peu, has-been. Je me suis tenté à quelque chose d'un peu plus moderne, probablement que la capacité d'aller intégrer une certaine forme de technologie dans les vêtements va faire la différence, dans le futur, hein. Hem, c'est déjà une piste qui a été, explorée par certains et à mon avis qui va continuer à l'être. Hem,
Une autre qui peut, fonctionner, ben, on voit le succès des fripes, pour le moment parce que c'est relativement, écologique. On pourrait, tout à fait se diriger vers de nouvelles formes de propriété partagée des vêtements et d'autres choses d'ailleurs, hein. Mais donc ça, ce serait aussi une manière de voir, quelques facteurs clés de succès, futuristes. Donc ici, facteur clé de succès, excusez-moi, facteur clé de succès relatif à la demande. À côté de ça, on peut avoir des facteurs clés de succès relatifs à l'offre. Le grand classique, oui, ça tourne souvent autour du savoir-faire ou de la technologie, mais le grand classique, c'est l'économie de volume, hein. C'est de faire les choses euh, en plus grand volume que ses concurrents. Et donc, comme vous avez du volume, eh ben, vous allez pouvoir étaler mieux que vos concurrents vos frais fixes, hein. Donc, ça reviendrait à dire que, ben voilà, vous avez une machine, que vous achetez pour faire, quelque chose, des X, hein, beh, c'est logique qu'au plus que vous faites de X, au moins la contribution des frais relatifs à l'achat de votre machine dans les X va être grande et donc vous allez pouvoir avoir des coûts moins chers que vos concurrents. Voilà, il est clair que chacune des exigences qu'on a vues, au cours précédent va, constituer un facteur clé de succès, hein. On a vu il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'automobile, une certaine augmentation des coûts fixes, notamment avec la robotisation, de tout ce secteur, de manière assez poussée, hein, et donc le volume de production est clairement dans l'automobile un facteur clé de succès. Hem, Probablement, pour ça que malgré que Tesla vende ses voitures relativement chères, ils surfent, à peine avec la rentabilité, hein. Le but, c'est de voilà, d'aller pomper du volume, histoire de créer leur facteur clé de succès, hein. Voilà, et identique, dans l'industrie pharmaceutique, les coûts de recherche et développement sont très, très élevés, et donc il faut avoir une taille de marché critique, afin de pouvoir, financer les coûts de recherche et développement des médicaments futurs. Voilà, et donc il y a, déjà quelques années, il y a eu pas mal d'opérations de concentration dans ce secteur-là aussi. Voilà, ça c'est pour les classiques. Je me suis risqué à quelques facteurs clés de succès relatifs à l'offre, plus moderne. Heu, ouais, probablement qu'on va, avoir une certaine forme de compétition, qui va devenir, de plus en plus la règle, plutôt que l'exception. La compétition, ça existe déjà, donc c'est la coopération entre concurrents. Hem, mais je pense qu'avec le développement de missions, M moins tourné vers l'économie et plus tourné vers, le social et l'écologique, cette forme de compétition a beaucoup plus de sens parce que, finalement, à partir du moment où on atteint notre mission, eh ben, qu'on le fasse seul ou ensemble, ça n'a pas, enfin, c'est souvent plus facile de le faire à plusieurs, donc on aura probablement de plus en plus de formes de compétition. De la circularité, ça c'est sûr, le fait de pouvoir, revendre ses déchets ou acheter les déchets des autres pour en faire sa matière première, ça va être un facteur clé de succès évident, moins évident à développer, mais tout aussi nécessaire, une certaine forme de frugalité, donc le consommer, juste ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Ça va être, ça c'est pas demain, c'est après-demain, il faut faire attention aussi dans les facteurs clés de succès de pas être trop en avance non plus, mais frugalité, ça va venir vite, ça va venir vite, voilà. Enfin, selon moi, je rappelle qu'ici, on est en train de sortir une boule de cristal et d'essayer de voir de quoi notre, demain sera fait, Je ne voudrais pas, voilà, ce sont des pistes de réflexion, je ne vends rien d'autre que cela.
Voilà. Alors, c'est clair que dans une certaine mesure, ces dimensions relatives à l'offre, est liée à ceux, de la demande. Ah, c'est parfois difficile enfin, je remarque ça chez les étudiants, qu'ils ont parfois difficile de faire la distinction entre les critères de l'offre et les critères de la demande, puisque évidemment l'offre est chargée de répondre à la demande, hein, et en tout cas aux frustrations et aux attentes de la demande, et donc, beh, voilà, il y a un certain lien entre les 2. Mais voilà. Euh, il faut faire au mieux pour distinguer, hein, le critère de l'offre et critère de demande. Bon, alors, groupe Vivarté, voilà, hein, et les consoles de jeux. On a fait une première segmentation, hein, simpliste, somme toute, hein. Mais je voudrais, vous illustrer le fait que, on doit aller voir dans chacun de ces segments, voir s'il y a une homogénéité, hein, des facteurs clés de succès. Et donc, ben, on compare, hein, ici, pour l'illustration, on les a notés à l'intérieur, hein. On voit segment 1, distribution de chaussures, mode en centre-ville. Ah, excusez-moi, on a simplement mis ce qu'était le segment à l'intérieur de chaque case, hein. Et donc, on va devoir aller chercher les facteurs clés de succès pour chacun de ces segments. Alors, hop, ah ben voilà, je l'ai fait ici, hein. Une réponse possible, hein, c'est de se dire que dans le cas de Vivarté, hein, les domaines d'activité stratégiques 2 et 4 présentent le même ensemble de facteurs clés de succès, hein. Donc, si vous allez voir, on a le prix, l'accessibilité du réseau de distribution, la richesse de l'assortiment, hein, pour que ce soit pour toute la famille. Et donc, on a ça pour les chaussures et les vêtements à partir du moment où l'attente du client est d'avoir le prix le moins élevé, hein. Donc ça, contrairement aux autres, hein, je vous ai mis pour la forme, hein, j'ai comparé 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 3, hein, et on voit là qu'il y en a au moins chaque fois un de différence, hein. Par exemple, la qualité, l'image de marque, on le retrouve en 1 mais pas en 2. La rotation intensive des collections, on le retrouve en 3 et pas forcément en 4. Donc voilà, hein. Donc ça, c'est l'exemple simpliste. Mais donc, en voyant ça, eh ben, on se dit, non, 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 j'ai pas 4 DAS, j'ai finalement 3 DAS. Ok, le 1, le 3 et le 2 plus 4, hein. Pour les segments stratégiques, là, au niveau de mes consoles de jeu, j'ai fait le même exercice, hein, et on voit que le 1 et le 2, donc ceux qui sont orientés performance, qu'ils aient 5-12 ans, qu'ils soient adolescents ou adultes, eh ben, c'est les mêmes facteurs clés de succès qui vont me permettre d'avoir un avantage sur mes concurrents, hein, à savoir la puissance des processeurs, les cartes graphiques, le caractère multi-application et la richesse du catalogue de jeux. Et donc, évidemment, il y a chaque fois au moins un qui est différent. Mais par exemple, pour les 5-12 ans, le prix va être quelque chose de fondamental, hein, parce que quand on est jeune, c'est plus compliqué d'avoir des grosses sommes d'argent. Et pour les adolescents adultes, eh ben, c'est clair que le poids et la taille, quand c'est orienté miniaturisation, va être plus important que quand c'est orienté performance. Et donc là aussi, on va, des 4 segments, on va en faire 3, le 1 plus 2, le 3 et le 4. Alors j'ai pas fait d'illustration, d'un segment qu'on aurait pu, séparer en 2, hein, mais voilà, on aurait pu dire, beh, si dans les adultes, on avait voulu, rajouter les seniors, et ben, on aurait pu, hein, de nouveau diviser ça en 2, hein, et par exemple, rajouter que pour les seniors, on veut que les choses soient écrites en grand et que ce soit plus, que l'ergonomie, hein, soit, spécialement, dédiée aux gens dont, les sens, s'évadent petit à petit. Voilà.
Pour, la forme, je vous ai mis, parce que vous en aurez, si vous suivez mon cours, vous aurez besoin de toute une, série de, facteurs clés de succès pour pouvoir, analyser, heu les cas pratiques que je vais vous donner, hein. Et donc ici, j'ai tenté de réunir toute une série de facteurs clés de succès, que j'ai pu rassembler pour, à droite et à gauche. C'est évidemment une liste qui n'est absolument pas exhaustive, hein, mais ça vous permet de voir la variété des facteurs clés de succès possibles, hein. Voilà. Gros volume de production, synergie, clientèle fidélisée, au niveau de la communication, une certaine notoriété, le réseau de distribution, oui, ça c'est clair, qualité des processus, OK, ça, il y a moyen de travailler à fond là-dessus, accès à certaines ressources, hein, on voit souvent ça humaine, hein, avoir des salaires moindres, mais ça peut être aussi, proximité de certaines ressources matérielles. Savoir-faire, avec pas mal de trucs, assez modernes autour de la gestion des conflits notamment, technologie utilisée, qualité du produit, service après-vente, capacité à innover, à se réinventer, capacité à avoir ah celle-là elle est pas mal aussi, la bonne information au bon moment et à moindre coût, hein, et puis finalement capacité à anticiper et à mitiger les risques. On retrouve pas mal, hein, des exigences qu'on a vues au cours passé. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine.